Donc, on va commencer par la première question, c'est est-ce que la Terre est ronde? C'est la première mesure à faire. Alors, évidemment, localement, ça a l'air très plat, sauf qu'on est en haut du Piton des Neiges. Mais sinon, quand on regarde à l'horizon sur une mer, malheureusement, c'est une photo qui est très floue, je n'avais pas trouvé une meilleure, je suis désolé. On voit que l'horizon est courbe. Alors là, ça ne se voit pas très bien parce que la photo est d'une qualité assez moyenne, mais j'ai tiré une ligne droite pour voir qu'est-ce que c'est que l'horizontale et la courbe qui suit la photo quand on la regarde sur pas trop zoomé, et on voit bien que c'est une forme qui est courbe, et donc l'horizon est franchement courbe. Donc ça ne peut pas correspondre vraiment à l'idée d'une Terre plate. C'est déjà le premier point. Alors, l'autre chose, c'est que si on regarde une éclipse de lune, comme sur cette magnifique série de photos qui a été faite par Lucie Maquet, on voit l'ombre de la Terre qui vient manger la lune petit à petit, et on voit que cette ombre est en fait assez arrondie. Les spécialistes remarqueront que la photo a été montée à l'envers, que c'est dans l'autre sens que ça se déroule en fait, mais bon, ça c'est un petit détail. Alors, il y a le fait également que les longueurs des ombres est différente selon les endroits où on se trouve, mais on va regarder en détail que ceci pourrait avoir deux explications différentes, pas forcément celle que la Terre est ronde. Et puis évidemment, une autre chose qui est évidente, c'est qu'on ne voit pas les mêmes étoiles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Alors, l'horizon, est-ce que c'est parce que c'est loin qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, ou est-ce que c'est parce que c'est courbe? Eh bien, vous avez cette photo qui a été prise depuis Dijon, où on voit qu'on ne voit pas très bien, la qualité n'est pas extraordinaire, mais vous voyez en rose sur le fond, là, ce qu'on voit là, c'est le Mont Blanc. C'est-à-dire que ce Mont Blanc, qui est à plus de 200 km de Dijon, se voit à Dijon, alors que l'horizon, c'est quelques kilomètres normalement quand on est au ras du sol. Donc ça vous dit que c'est pas forcément un problème c'est donc pas un problème de distance, c'est plutôt un problème de courbure. Et puis les bateaux, quand ils partent à l'horizon, c'est la coque qui disparaît la première et les voiles qui sont encore visibles après, en particulier du temps où il y avait les grands voiliers qui avaient des mâts très hauts. Alors là on va faire un tout petit peu de maths, mais je vais vous guider, ne vous inquiétez pas trop. Donc si l'observateur, donc ça c'est la Terre, c'est le rayon de la Terre, c'est énormément grossi ici pour qu'on puisse lire facilement l'image. Si les yeux de l'observateur sont en haut de la petite hauteur H, l'horizon, c'est là où son regard tangente le cercle qui représente la Terre. Donc on a le théorème de Pythagore qui nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc cette grande longueur-là, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, cette distance-là et celle-ci. R, c'est le rayon de la Terre, qu'on va considérer comme constant. H, donc R plus H est égal au carré à R2 plus D', qui est la longueur ici, au carré, qui est donc la distance de l'horizon pour l'observateur. Alors on va simplifier un peu parce que H est très très petit devant R. Donc R c'est plus de 6000 km, je vous rappelle, donc la hauteur d'un homme ou même d'une montagne, ça reste tout à fait négligeable par rapport à ça. Donc j'ai le droit d'écrire que R2 plus D' carré est égal à R2 plus D2. Et le R plus H au carré, je le développe. Ça va peut-être vous rappeler de mauvais souvenirs de l'école, et c'est donne R2 plus 2HR plus H2. Je n'ai pas de tableau pour vous refaire la démonstration, mais vous pourrez vous entraîner. Et donc c'est toujours égal à R2 plus D2, j'enlève les R2, je néglige H2 au carré, parce que cette hauteur-là, donc quelques mètres pour un humain au carré, par rapport au rayon de la Terre, ça reste négligeable, et je me retrouve avec 2HR qui est égal à peu près à D2, donc la distance de l'horizon. Du coup, D, c'est la racine de 2HR. Alors, application numérique, pour un rayon de la Terre qui fait environ 6400 km, un homme ou une femme qui fait 2 mètres de haut, c'est une belle taille, et voilà, elle est montée sur un escabeau, la distance de l'horizon n'est que de 5 km. Bon, ordre de grandeur.
j'ai tout arrondi. Si vous montez sur une falaise, pas une petite falaise, une falaise qui fait 100 mètres, comme on trouve au niveau de la Manche par exemple, là votre horizon il arrive tout de suite à 36 km. Et puis si vous montez au Piton des Neiges, comme il y a certains un peu fous qui ont essayé de faire ça ce week-end, ben, la distance là c'est de l'ordre de 200 km. Et 200 km c'est juste un petit peu court pour voir l'île Maurice qui est à 220 km. Mais comme l'île Maurice, elle a aussi un petit sommet qui est à peu près à 800 mètres, on arrive, paraît-il, à la voir par beau temps. Je n'ai pas voulu rester en haut du Piton des Neiges jusqu'à temps qu'il fasse assez beau pour la voir. Je suis redescendu avant. Alors, donc la taille de la Terre, comment peut-on la mesurer? Donc déjà, les Grecs anciens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 4e, disaient qu'elle était ronde, probablement parce qu'ils avaient pu voir quelques éclipses de lune. Et en Égypte, Ératosthène s'était aperçu que les ombres étaient différentes à Assouan et à Alexandrie. Alors, on va voir comment il a procédé pour utiliser cette information. Assouan, c'est ici, la petite étoile rouge, ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas, je vais grossir. Et Alexandrie, c'est sur le bord de la Méditerranée, dans le delta du Nil. Donc voilà le grossissement. Alexandrie ici, Assouan là. Et ça aurait dû avancer, ça n'a pas avancé. Donc, vers le 21 juin, mais 21 juin c'est l'ère moderne, parce que c'était pas, à l'époque ça s'appelait pas le 21 juin, et puis il y avait la précision des équinoxes, tout ça. Bon. Il y a un moment où le soleil, en tout cas, arrive à la verticale du tropique du Cancer, qui est le jour du début de l'été pour l'hémisphère nord, et du début de l'hiver pour l'hémisphère sud. Donc, vers aux alentours du 21 juin, ère moderne, le soleil est à la verticale du tropique du Cancer, et donc sa lumière pénètre au fond d'un puits et illumine le fond. Et donc tous les gens qui sont là autour du puits n'ont pas d'ombre, enfin leur ombre est au niveau de leurs pieds, il n'y a pas d'ombre latérale. Par contre, à Alexandrie, l'obélisque, lui, il a toujours une ombre. Il n'y a jamais un moment dans l'année où l'ombre disparaît, où elle est à son propre pied, elle reste visible. Et l'angle, donc cette ombre fait une certaine longueur, donc si on rapporte la longueur de l'ombre à la hauteur de l'obélisque, on peut trouver l'angle qui est ici dessiné en rouge, et cet angle-là est exactement le même que celui-ci, de lignes parallèles, prenez une droite qui coupe, les angles, machin, il y a un nom pour ça, mais bon, on sait que ces deux angles sont identiques. Donc, ces deux angles, donc cet angle-là c'est le même que celui-ci, et si vous connaissez la distance de A à B, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelait dans mon temps les règles de 3, et maintenant un produit croisé, pour trouver le périmètre de la Terre, donc les 7,2 degrés rapportés aux 360 degrés qui est le cercle complet, fois la distance entre les deux villes, ça vous donne environ un diamètre pour la Terre de l'ordre de 42 000 km. Et puis après, si on calcule le rayon, on trouve 6700 km. On est dans les ordres de grandeur voulus. Alors, Ératosthène, lui, il a trouvé des stades, et avec ces stades à lui, il a trouvé 39 375 km, donc plus proche de la réalité que les 42 000 que je viens de donner. En fait, parce qu'il avait deux erreurs, une erreur sur la distance et une erreur d'alignement, puisque vous avez vu sur la carte que Alexandrie était un peu plus à l'ouest qu'Assouan, c'était pas sur le même méridien, donc il y a un petit effet d'angle qui vient compenser l'erreur de distance, de mesurer en jour de chameau entre les deux villes. Et c'est souvent le cas quand on fait de la science, on peut souvent faire des calculs en première approximation comme ça pour avoir en ordre de grandeur des phénomènes auxquels on s'intéresse. Et le résultat est souvent assez proche de la réalité parce que les erreurs ont tendance à se compenser et on est bien content de ne pas avoir à faire des modèles extrêmement compliqués dès le premier instant. Alors, maintenant, cette histoire d'ombre, on peut l'interpréter différemment en disant est-ce que si la Terre était plate, est-ce qu'on pourrait avoir pas d'ombre à Assouan et une ombre à Alexandrie?
Alors, voilà, on va supposer que la Terre est plate. Donc le Soleil est à une certaine distance pour qu'il soit vertical à Assouan et donc qui garde son ombre à Alexandrie, donc toujours à la distance de 840 km. L'angle de 7,2 degrés, c'est toujours le même. Les calculs d'angle, je ne vous les explique pas, mais ça vous rappellera peut-être des choses avec les sinus et les tangentes. On trouve que le Soleil, pour avoir cet angle ici, alors que c'est la verticale là, il faut que le Soleil ne soit qu'à 6650 km de la Terre pour faire le même phénomène que celui qu'on voit, qu'on mesure. Donc on pourrait encore expliquer que la Terre est plate malgré cette mesure. Alors évidemment, si le Soleil n'est qu'à 6000 km de nous, il ne va pas être très gros. Hein. Et puis, mais bon, ça ils ne pouvaient pas savoir, ils n'avaient aucune idée. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter à Alexandrie. On peut monter jusqu'à Moscou, qui se trouve être sur le même méridien qu'Assouan. Et à ce moment-là, à Moscou, on est donc 3500 km plus au nord, on trouve que l'ombre va faire 28 degrés. Alors déjà, ça ne va pas marcher. Et à ce moment-là, la distance du Soleil, comme il est très proche de nous, le fait de monter à Moscou va augmenter la distance à 7500 km. Et donc il va apparaître à peu près 10% plus petit en taille, puisqu'il est environ 10% plus loin. Et ça veut dire qu'il serait facile de se rendre compte que le Soleil est plus petit quand on monte au nord, et ça ne marche pas. Donc la Terre plate ne résiste pas à la mesure de l'ombre de l'obélisque à Alexandrie. Donc les étoiles ne sont pas les mêmes au nord et au sud, je ne vous apprends rien. Justement, on a pu constater dimanche soir que la Grande Ourse est au ras de l'horizon, on arrivait à la voir. Et par contre, on ne voit pas la Petite Ourse. Et si on monte toujours le ciel nord vu au Yémen, donc toujours sur la même méridien, à la même heure du soir, et la Petite Ourse, elle apparaît, et l'étoile polaire est ici, très bas sur l'horizon. C'est normal, puisque au Yémen, on est à plus 10 degrés, 80 degrés du zénith, et donc à 10 degrés de l'horizon, il est très bas. Le fait de voir des ciels différents, également, ne peut être lié qu'au fait que la Terre soit ronde et pas plate. Alors, on peut faire un certain nombre de mesures assez facilement pour la Terre. C'est un truc que je présente dans des écoles, c'est pour ça que je suis passé un peu par là. On peut utiliser un gnomon, c'est-à-dire un bâton planté dans le sol pour mesurer la longueur de l'ombre au midi vrai. Cette mesure, on peut l'utiliser pour faire plusieurs choses. D'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est que le midi vrai. Le midi vrai, c'est bêtement quand le Soleil passe sur le méridien local, donc son point d'élévation maximum dans sa course de la journée. Et ce midi vrai est très différent du midi légal. Alors à La Réunion, pas trop, parce que vous vivez à peu près sur l'heure solaire. En France métropolitaine, vous savez qu'on est jusqu'à 2 heures d'écart par rapport au soleil. Donc le midi vrai, il est à 2 heures de l'après-midi en été. Alors il y a une équation qui relie l'heure vraie à l'heure légale plus des corrections. Une correction qui s'appelle l'équation du temps, sur laquelle je vais vous expliquer quand même comment ça marche. La correction de la longitude, pardon, le fait qu'on n'est pas tous sur le méridien Greenwich, qui est le 0 pour le temps universel, et la correction de l'heure civile, qui est ici, qui est de 4 heures par rapport au temps universel. Donc ça doit être UT-4, si je ne me trompe pas. Alors, l'équation du temps, je ne veux pas rentrer dans l'explication détaillée, mais quand même, je vais vous expliquer une chose. C'est qu'on dit que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, enfin sa durée du jour c'est 24 heures, qui est le fait que le Soleil revient sur lui-même, enfin revient plein nord ou plein sud au bout de 24 heures. C'est une définition moyenne et qui ne représente pas le temps de rotation de la Terre sur elle-même. Le temps de rotation de la Terre sur elle-même est plus court que ça. Pourquoi? Parce que quand la Terre tourne sur elle-même pendant une journée, en même temps elle se tourne autour du Soleil. Ce qui fait que le Soleil n'est plus au même endroit dans le ciel
quand elle revient sur elle-même. Donc la démonstration basique qui fait souvent rigoler les gens, c'est que je suis la Terre, je regarde le monsieur qui est au deuxième, troisième, quatrième rang, pardon, qui est le Soleil, je tourne sur moi-même pendant 24 heures, et en même temps j'avance un petit peu autour de mon Soleil. Et maintenant mon Soleil c'est devenu une dame, et ce n'est plus un monsieur, donc je vais me tromper. Donc il faut que je continue à tourner un peu plus pour retrouver mon monsieur, voilà, ça y est. Donc j'ai fait un peu plus qu'un tour pour retrouver le Soleil devant moi. D'accord? Donc au lieu de... La Terre fait un tour complet, plus un petit bout, pour retrouver le Soleil, plein sud, parce qu'il s'est déplacé en même temps. Donc ces 24 heures sont assez artificielles, enfin artificielles. Non, c'est comme ce qui nous sert à vivre tous les jours, mais ce n'est pas le temps de rotation de la Terre sur elle-même. Il y a un deuxième effet, je ne sais plus si j'en parle plus loin, je suis désolé, je crois que je reviens dessus sur les ellipses, mais rapidement, le fait que la Terre tourne non pas sur un cercle, mais sur une ellipse autour du Soleil, fait que quand elle est près du Soleil, elle se déplace vite, et quand elle est loin du Soleil, elle se déplace lentement. Ce qui fait que ma petite danse, qui dure environ 24 heures, il y a des moments où elle dure un petit peu plus longtemps, parce que je me suis déplacé très vite autour du Soleil, quand j'étais près de lui. Donc il m'a fallu beaucoup plus que 24 heures, enfin beaucoup plus, quelques instants de plus que 24 heures pour retrouver le Soleil. Et quand je suis loin du Soleil, donc je suis près du Soleil, c'est pour l'été austral et l'hiver boréal. Et quand je suis loin du Soleil, c'est l'inverse, donc c'est l'été boréal et l'hiver austral. On se déplace plus lentement, donc il me faut un peu moins de 24 heures pour retrouver le Soleil. Donc du coup, le temps de la journée se décale jusqu'à un quart d'heure d'avance ou de retard par rapport aux 24 heures moyens. Donc cette longue explication, c'est pour vous dire pourquoi il y a ce qu'on appelle l'équation du temps. C'est elle qui tient compte de cette variation au cours de l'année. Donc je passe, il n'est pas intéressant de rentrer dans les calculs. Après, vous avez la longitude, j'ai pris Saint-Pierre sur Wikipédia, j'espère qu'il ne se trompe pas. Et j'en conclus que vous avez, par rapport au méridien 0 de Greenwich, vous avez 3h41 minutes et 18 secondes d'avance. C'est-à-dire qu'il est midi à Saint-Pierre, 3h41 minutes avant qu'il fasse midi en Angleterre ou en France. Et donc les 4 heures UT officielles, et quand on fait la somme de tout ça, on trouve que le midi vrai à Saint-Pierre aujourd'hui était à 12h15 minutes et 48 secondes. Et j'ai regardé sur une application météo sur mon téléphone, ils m'ont dit effectivement que le lever du soleil était à 6h35 et le coucher à 17h55 je crois, ou 18h05. Et je suis désolé, je suis à 5 minutes près. Et donc la moitié des deux, c'est bien 12h15. Alors, avec ce gnomon, donc quand on mesure le midi, quand on fait les mesures au midi vrai, alors évidemment on n'a pas besoin non plus de faire le calcul au midi vrai, on peut regarder la longueur de l'ombre du gnomon au sol, qui va devenir minimum quand il sera le midi vrai. Elle est plus longue avant, elle raccourcit, et elle rallonge à nouveau après. Donc il suffit de faire quelques mesures pour trouver l'endroit minimum. Mais avec ça, on peut mesurer des choses comme l'inclinaison de la Terre. Donc, tout le monde sait que la Terre est inclinée sur son orbite, c'est ce qui nous fait des saisons. Donc quand même, je vous montre qu'au mois de juin, c'est l'hémisphère nord, en particulier le pôle qui est bien éclairé, et en décembre, c'est l'hémisphère sud qui est bien éclairé avec le pôle sud. Cette inclinaison est mesurable donc avec ce gnomon, soit en prenant la moyenne des solstices d'été et d'hiver de l'ombre du gnomon aux solstices d'été et d'hiver, et vous obtenez l'inclinaison de la Terre. Et pardon, excusez-moi, là je vous parle de la mesure de la latitude où vous êtes. Ça c'est en prenant la moyenne des deux longueurs d'onde au solstice, ou en prenant une seule mesure au moment de l'équinoxe. Les deux marchent. Et on obtient la valeur complémentaire de la latitude où on est. L'autre mesure qu'on peut faire avec le gnomon, c'est en prenant la différence des ombres entre les deux solstices et en divisant par deux,
et ça vous donne l'inclinaison de l'axe de la Terre. Et ça, bon, peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, c'est pas très grave, c'est juste pour vous dire que c'est faisable très facilement avec un bâton planté dans le sol. Et du coup, Pythéas, dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, a fait la mesure de l'inclinaison de la Terre à partir d'un obélisque qui était disponible à Marseille, qui s'appelait Massilia à l'époque. Donc l'inclinaison de la Terre, quand vous achetez des petits globes terrestres plastiques, l'angle a été mis à 23 degrés 27 minutes, parce que ça a été fait il y a pas mal de temps, dans les années 60 j'imagine, et que ça n'a pas été retouché depuis. En fait, ça baisse en permanence actuellement, d'une demi-seconde d'arc par an, et on est à 23 degrés 26 minutes et 10 secondes au début de cette année. Donc Pythéas, 4e siècle avant Jésus-Christ, trouve 23 degrés 51 minutes. Et après, il y a plein de gens qui se sont dit, il n'avait pas des bons outils pour faire ça, on va refaire la mesure plus précisément. Et donc en 1880, il y a un premier qui a fait une mesure, il trouve 35 minutes. Puis 200 ans plus tard, un autre arabe refait la mesure et il trouve 33 minutes. Tycho Brahe tombe à 30 minutes, et ça continue à descendre. Donc à chaque fois que les gens refont des mesures en disant on sera plus précis que les autres, ils trouvent toujours des valeurs de plus en plus faibles. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'axe de la Terre n'est pas fixe. Il bouge lentement, sur une période d'environ 40 000 ans, entre 22 degrés et 24 degrés 30, et c'est la Lune qui sert de force de rappel pour l'empêcher d'aller trop loin. S'il n'y avait pas la Lune, le basculement serait beaucoup plus intense. On sait par exemple que Vénus, qui a été formée comme la Terre, avec, on va dire, le pôle nord vers le haut et le pôle sud vers le bas. C'est des définitions très relatives, évidemment, et c'est juste pour qu'on se repère. Quand le pôle nord est vers le haut, Vénus tournait dans le même sens que la Terre, et maintenant Vénus s'est retournée complètement à cause des autres planètes qui la perturbent. Elle a la tête en bas, et elle tourne en sens inverse. Donc c'est ce qui serait sans doute d'arriver à la Terre s'il n'y avait pas la Lune pour tenir la Terre stable. D'autre part, la Lune s'éloigne lentement de la Terre, et plus elle va s'éloigner de la Terre, et plus son action sera faible, et donc l'amplitude du mouvement va augmenter énormément. Et Bruno pourra vous redire, parce que j'ai oublié, l'amplitude devient de l'ordre de 30 ou une trentaine de degrés dans je ne sais plus combien de siècles. Mais si vous voulez savoir, vous me poserez la question. Alors, tous ces effets de basculement et la position d'équinoxe, tout ça, ça a des influences sur le climat, et ça a été compris par un monsieur qui s'appelle Milankovitch, qui a donné son nom au cycle des climats de Milankovitch, qui est lié à toutes les périodes de refroidissement, glaciation et compagnie. Alors, voilà pour la Terre. On a mesuré sa taille, on a mesuré l'angle d'inclinaison de la Terre par rapport à l'écliptique, et on sait mesurer la latitude à laquelle on est. Vous pouvez faire ça, hein, c'est pas idiot, avec un petit gnomon dans votre cours, vous la faites au 21 décembre et au 21 juin, et vous faites la différence des deux, vous trouverez que vous devriez trouver dans les moins 20 degrés normalement. Alors, donc la distance, c'est la taille de la Lune. Donc les anciens se sont bien rendus compte que la Lune était plus petite que la Terre, parce que de temps en temps elle passe dans l'ombre de la Terre, et ils voient que la Lune est plus petite que la Terre. Donc Aristarque de Samos a été le premier à utiliser ces éclipses de Lune pour calculer la taille de la Lune et sa distance, et puis ça a été refait après par d'autres astronomes grecs célèbres qui ont amélioré petit à petit ces mesures. Alors comment ça se passe ? Normalement, voilà, la Lune passe dans l'ombre de la Terre, et comme je vous avais montré dans la photo, et on regarde de combien de fois le diamètre de la Lune peut se déplacer dans cette ombre en restant un tiers de l'ombre. Ça vous donne un ratio entre le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune. Alors, là, c'est fait en supposant que le rayonnement venant du Soleil est parallèle. Alors, ça vous donne... Il y a plusieurs méthodes pour utiliser ça. La première méthode, enfin, c'est pas la première chronologiquement, mais c'est la première non exposée, c'est comme ça. Si vous prenez la photo de la Lune, ici, avec l'éclairement de la Lune, le rayon de l'ombre le rayon de l'ombre fait par la Terre, le rayon de la Lune,
Donc rayon de lune, rayon de terre, je ne sais plus pourquoi j'ai mis un O, un T aurait été plus intelligent. Ben, c'est ici O pour ombre. Voilà, pardon, c'est rayon de l'ombre. Et rayon de lune, et donc on peut utiliser le ratio de ces deux rayons pour trouver la taille de la lune. Donc le rayon de l'ombre, on le connaît puisqu'on connaît la taille de la Terre. Le rayon de la lune, on va le déduire de ces deux valeurs. Je suis désolé parce que j'aurais dû le revoir avant. Oui, pardon, ça c'est les valeurs. Ah, vraiment je suis désolé parce que je pense que c'est... Oui, pardon, ça revient, c'est ce qu'on mesure sur le graphe. Là, c'est ces deux chiffres. Alors là, on les transforme en kilomètres, mais ça pourrait être des millimètres, ce qu'on veut. Le rapport des deux vous donne ce chiffre de 74. Et en supposant donc l'ombre cylindrique, c'est-à-dire que le diamètre de l'ombre, c'est le diamètre de la Terre, on trouve pour le rayon de la Lune, le 6400 sur donc le rayon de la Terre par 274, on trouve 2340 km pour rayon de la Lune, qui est donc faux d'un tiers à peu près. Donc, ouais, j'aurais pas dû mettre kilomètre là parce que ça perturbe. C'est juste les rayons mesurés sur le dessin, sur la photo. En fait, il faut prendre en correction le fait que l'ombre, le rayonnement du Soleil n'est pas du tout un cylindre de rayons parallèles, parce que le Soleil est beaucoup plus gros que la Terre et la Lune, et que ça va en convergeant comme ça. Donc il y a un petit angle à prendre en compte. L'angle ici sur lequel on voit la Lune et le Soleil est à peu près le même que celui qui est là, parce que la distance de la Lune de ce côté-ci ou de ce côté-là par rapport à la distance Terre-Soleil est négligeable. Donc on peut dire que les deux angles sont à peu près identiques et ils font un demi-degré. Et donc quand on en tient compte dans le dessin ici, on peut corriger le calcul en tenant compte de cet angle. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais vous voyez l'idée. Et il y a donc cette petite correction ici, 1 plus K, qui permet de tenir compte de cette obliquité et de trouver un rayon de 3400 km qui est très proche de la valeur réelle de la Lune, qui est de 3470 km. Alors évidemment, les Grecs ne pouvaient pas faire ça parce qu'ils ne pouvaient pas prendre de photos. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est le temps de transit dans l'ombre de la Terre. Alors, toujours pareil, il y a le problème que la taille réelle de l'ombre de la Terre n'est pas exactement le diamètre de la Terre, mais si on oublie ce petit problème, on peut regarder le temps que met la Lune à traverser l'ombre de la Terre. Et donc, les O1, c'est le premier contact de la Lune dans l'ombre, dans la totale. O2, c'est quand elle est entièrement dans l'ombre totale. O3, c'est le dernier moment où elle est dans l'ombre totale. Et O4, c'est le dernier contact avec l'ombre totale. Et à partir de ces valeurs, on peut calculer un ratio K qu'on peut utiliser pour retrouver la taille de la Lune. Alors, le problème, c'est que souvent, la Lune ne passe pas par le diamètre de l'ombre de la Terre, mais passe souvent au-dessus ou en dessous. Donc là, par exemple, c'était en 2015, l'ombre elle est passée un peu en dessous. Donc ça fait... c'est un petit peu faux. Et puis, le problème, c'est de trouver en combien de temps la Lune se déplace de son diamètre. Mais ça, c'est assez facile à calculer, puisque on est à 30 minutes de diamètre pour la Lune. Et on sait qu'elle fait le tour par rapport au Soleil à peu près en 30 jours. Alors c'est pareil, c'est comme pour la Terre, que je vous ai dit 24 heures pour retrouver le Soleil. La Lune, c'est 29 jours pour redevenir une nouvelle Lune. Mais par rapport aux étoiles au loin, le vrai tour complet de 360 degrés se fait beaucoup plus vite, en 27,32 jours. Donc en gros, la Lune se déplace d'elle-même en 55 minutes. Ce qui fait que
les Grecs ont utilisé cette méthode-là avec des clepsydres pour mesurer le temps des durées relatives. C'était évidemment pas très précis, toujours parce que outre que les clepsydres n'étaient pas précises, la Lune ne passait pas forcément au centre, mais ils avaient un ordre de grandeur et qui marchait pas trop mal vu ce qu'ils avaient à l'époque comme instrument. Alors, vous avez une prochaine éclipse ici à La Réunion au mois de septembre dans un an. Vous pourrez essayer de la chronométrer. Et il faut plusieurs heures puisque, comme je vous ai dit, la Lune se déplace de son diamètre en à peu près 1 heure. Donc une traversée comme ça, dans la partie interne de l'ombre, ça dure déjà plus de 2 heures. Et entre le premier et le dernier contact ici, vous en avez pour pratiquement 4 heures. Donc il faut être très patient. Mais une belle nuit d'éclipse de Lune, c'est quelque chose de très beau. Alors, une fois qu'on a la taille angulaire de la Lune, ça c'est facile parce que c'était pas facile pour les Grecs parce qu'ils n'avaient pas d'instrument pour mesurer des angles inférieurs au degré. Mais pour nous, mesurer le diamètre, la taille angulaire de la Lune, c'est facile, c'est donc de l'ordre de 30 minutes. Là, grâce à cette ombre, on a la taille physique de la Lune, modulo les erreurs dont je vous ai rapidement parlé avant. Et donc la distance de la Lune, eh ben, c'est son diamètre divisé par l'angle sur lequel on la voit. Et donc là, 3470 km de diamètre divisé par ce qu'il faut en angle, c'est-à-dire un demi-degré, 0,5 divisé par 180, exprimé en radians, parce qu'il faut faire ça avec des radians, on ne peut pas faire ça avec des degrés. On trouve une distance de l'ordre de 400 000 km. Bon, pas de bol, la Lune est sur une trajectoire qui est assez variable, enfin une ellipse relativement allongée, donc elle va entre 360 000 et 406 000 km en réalité. Donc ça dépend à quel moment vous faites la mesure. Ce qui s'est passé d'ailleurs cette année pour l'éclipse du Soleil du 8 avril dernier, la Lune se trouvait à son périgée, au périgée, c'est-à-dire très près de la Terre, la veille de l'éclipse. Donc elle était pour nous beaucoup plus grosse que le Soleil, puisqu'elle a fait 33 minutes au lieu des 30 minutes moyennes, ce qui fait que l'éclipse a pu durer plus de 4 minutes et demie dans la partie maximum au Mexique. Et donc, quand vous connaissez le diamètre et donc l'angle, vous pouvez avoir la distance, parce que si l'objet était plus près, ben, il serait plus petit, et s'il était plus loin, il serait plus gros, évidemment. Donc, connaître le diamètre et l'angle vous donne la distance de façon certaine, sauf que là, pour la Lune, il faut le mesurer plusieurs fois pour voir qu'il varie tout le temps. Alors, maintenant, on a la taille de la Terre, on a la taille de la Lune, la distance Terre-Lune. On pourrait se dire, et les Grecs y ont pensé, qu'on pourrait mesurer la distance de la Terre au Soleil en utilisant le théorème de Pythagore, qu'on a vu tout à l'heure, qui est le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des côtés. Et et puis aussi, de façon plus simple, si on connaît les angles, c'est quand la distance ici, c'est l'hypoténuse fois le sinus θ, pour les gens à qui ça rappelle des choses des maths du collège. Et si sinus θ est très petit, ce qui est le cas ici, le sinus θ est égal à θ, donc A, c'est l'hypoténuse C fois θ. Alors, si on connaît A et θ, on peut trouver C, la distance de la Terre au Soleil. Alors, comment appliquer ça, donc la Terre au Soleil? Eh bien, quand on regarde la Lune au premier quartier, on voit, parce qu'on a besoin d'un angle droit dans le théorème de Pythagore, et l'angle droit, la seule façon de le mesurer, c'est quand on voit que la Lune est au premier quartier. Par définition, ça veut dire qu'il y a un angle droit entre la Terre et le Soleil vu de la Lune. À ce moment-là, si on mesure l'angle entre la Lune et le Soleil, on obtient un deuxième angle ici, et la somme des trois angles, le 90 qui est connu, phi qu'on peut mesurer, nous donne le θ, puisque la somme des trois, c'est toujours 180 degrés. La somme des trois angles d'un triangle est toujours 180 degrés. Donc,
il n'y a qu'un faucon. Il suffit, le jour du premier quartier, du dernier quartier, si on aime bien se lever la nuit, permet de mesurer la distance au Soleil, en connaissant la distance Terre-Lune et l'angle entre la Lune et le Soleil. Sur le papier, ça marche très bien. En réalité, c'est extrêmement difficile, parce que l'angle entre la Lune et le Soleil, à ce moment-là, il est de 89,85 degrés, c'est-à-dire que le θ au bout, c'est 0,15 degrés, un quart de... Enfin, pas un quart, puisque là je suis en système métrique, pas sexagésimal, donc en fait 9 minutes d'arc. Alors, ça veut dire que pour connaître le moment du premier quartier, il ne suffit pas de dire bah, ce soir la nuit c'est le premier quartier, il faut le connaître à l'instant exact du premier quartier, et ça se joue à la minute près. Donc, la Lune se déplaçant de 30 minutes en 1 heure, donc en 1 minute de temps, elle se déplace de 30 minutes d'arc, hein, pardon, 30 minutes d'arc en 1 heure, c'est-à-dire qu'en 1 minute de temps, elle se déplace de 30 secondes. J'ai divisé les deux par 60. Ça veut dire que si on mesure, si on se trompe d'une minute sur l'heure exacte du premier quartier, on va se tromper de 30 secondes sur la mesure de l'angle. Donc au lieu de trouver les 9 minutes auxquelles on s'attend, on va trouver 8 minutes 30 ou 9 minutes 30. Or, 9 minutes, ça vous donne une distance de l'ordre de 150 millions de kilomètres, qui est la valeur qu'on veut. Si on rajoute ou si on retire 30 secondes, on va changer la valeur de 8 millions de kilomètres. On va dire que c'est quand même très raisonnable encore. Mais il faut être précis à la minute près. Hein. Et qui peut me dire à quel moment on est au premier quartier à la minute près? Quand on pense que toute la soirée, même la veille et le lendemain, on est encore au premier quartier. Alors, c'est encore plus grave, parce que si on a une erreur de 18 minutes, ben, l'erreur elle atteint 9 minutes d'angle. Et du coup, ben, l'angle Lune-Soleil, c'est soit 90 degrés, soit 89,7. 90 degrés, ça veut dire que ben, 11. Et si dans l'autre sens, l'erreur va faire que le Soleil va être 2 fois plus près que ce qu'on croit de nous, l'erreur devient très importante. On n'est toujours qu'à une erreur de 18 minutes. Ce qui est, dans la soirée, c'est vraiment très très court. Du coup, c'est une méthode qui est en fait inutilisable si on n'a pas des tables, des éphémérides de la Lune. Il faut savoir exactement à quel moment on est au premier quartier. Et puis en plus, il faut qu'on puisse voir le Soleil au même moment, parce que si le premier quartier arrive quand le Soleil est couché, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, une deuxième méthode pour mesurer la distance du Soleil, puisque celle-là on va être obligé de l'abandonner, c'est d'utiliser les lois de Kepler pour lesquelles il nous faut au moins une distance. Alors, je vais d'abord vous parler donc, des 3 lois de Kepler, c'est bien ce qui me semblait que je devais vous en parler. La première, donc Kepler a observé les étoiles au XVIe siècle, et les étoiles et les planètes, pardon, il a mesuré très précisément le mouvement des planètes, et alors que depuis Ptolémée, on essayait d'expliquer le mouvement des planètes par des ellipses, par des cercles et des enchaînements de cercles pour que les planètes qui ont l'air d'avancer, de reculer, puisque la Terre évidemment était au centre en plus, puissent se raccorder aux observations. On avait ce qu'on appelait des épicycliques, et qui marchaient à peu près parce que les mesures n'étaient pas très précises. Quand au XVIe siècle, des gens comme Tycho Brahe et Kepler ont pu faire des mesures de position des planètes beaucoup plus précises, parce qu'ils avaient de meilleurs instruments, ils se sont aperçus que les épicycliques de Ptolémée ne marchaient absolument pas. Et Kepler est arrivé à se dire qu'on pouvait beaucoup mieux expliquer les mouvements des planètes si on considérait que ça se déplaçait sur des ellipses avec le Soleil à un des foyers. Alors, ce que c'est qu'une ellipse, ben, en fait, le cercle est un cas particulier d'ellipse. Donc, vous connaissez tous les ellipses sans le savoir. C'est que le cercle, donc une ellipse, c'est une forme relativement régulière, un peu allongée dans une direction, et on a pris l'horizontale ici, et qui a 2 foyers, qu'on appelle ici, normalement ça doit être F et F', et le Soleil est à un des 2 foyers. Pour tracer une ellipse, vous plantez un clou ici, prenez un clou ici, vous tendez une ficelle, vous attachez une ficelle aux 2 bouts,
vous prenez un crayon que vous tendez votre ficelle et vous faites le tour en restant toujours bien tendu et vous obtenez votre ellipse. Et si les deux foyers se rejoignent, ça s'appelle un compas. Voilà. Donc, et après, il y a Snoopy qui sait faire des carrés avec un compas, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le Soleil est un des deux foyers. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que la Terre se trouve parfois près du Soleil et parfois loin du Soleil. Donc, la deuxième loi de Kepler, c'est que quand on se promène sur cette ellipse, la règle, c'est que l'air balayé par le déplacement de la Terre est constante par unité de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la surface, si vous toujours votre petite corde entre le foyer et la planète, qui sert à mesurer la quantité que vous allez peindre en vert, on va dire, ben cette surface ici, étant petite par unité, parce que la longueur est courte, il faut se déplacer longtemps pour que la surface obtenue ici soit la même que celle-là. Alors comme là on est loin, ben, un petit déplacement vous donne tout de suite une grande surface, donc il n'y a pas besoin d'aller vite. Alors l'explication elle vient pas de là, en fait c'est Newton qui va donner la bonne explication, mais la réalité géométrique c'est que quand vous êtes sur une ellipse, vous déplacez vite près du Soleil et lentement loin du Soleil pour que l'air par unité de temps soit constante. Et enfin, la troisième loi de Kepler, qui va être la plus utile pour nous, c'est que c'est un truc un peu horrible, qui dit que le carré de la période, c'est-à-dire le temps que la planète met à faire le tour du Soleil, au carré, est proportionnel au cube du demi-grand axe. Alors le demi-grand axe, le demi-grand axe, c'est de là à là. Ça c'est le grand axe, ça c'est le petit axe. Donc le demi-grand axe, en gros, on va dire que c'est la distance, c'est pas la distance au Soleil, mais c'est la distance au centre de l'ellipse. La distance maximum au centre de l'ellipse, pardon, je vais y arriver. Et c'est donc, je vais aller un peu trop. Ah, désolé, ce genre de blagues, je ne devrais pas les faire. Bon, tant pis, j'y arriverai pas. Le rapport des deux est une constante qui est liée à la masse du Soleil, de l'objet central. Donc cette loi permet entre autres de mesurer la masse de l'objet qui sert de centre de gravité au système. Donc on l'utilise beaucoup à l'extérieur du système solaire pour mesurer la masse des étoiles. Quand on a deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre, si on arrive à connaître leur distance et bien sûr la période, ça c'est facile, on obtient la masse de la plus grosse des deux. Donc, ce qu'il nous faut dans donc comme je dis, comme c'est un rapport des distances au cube et des périodes au carré, si on peut mesurer une distance entre deux planètes, on va pouvoir ensuite, de proche en proche avec cette loi, donner les distances relatives de toutes les planètes. Enfin, on a déjà les distances relatives parce qu'on connaît les périodes de toutes les planètes observées à l'époque, donc c'était Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, c'était les 5 planètes connues. Par cette troisième loi de Kepler, on avait les distances relatives entre elles, par les périodes. Mais comme on n'avait pas de distance absolue, on ne pouvait pas transformer ça en distance réelle. Donc la première chose à faire, c'est de mesurer la vraie distance entre deux des planètes, pour après obtenir toutes les distances. Alors, c'est Cassini qui a lancé cette expérience. Quand il est arrivé, Cassini était un astronome italien qui travaillait sur les satellites de Jupiter, j'y reviendrai un peu plus tard, et quand Colbert a fondé l'observatoire de Paris, dans les années 1660, il a fait venir Cassini pour prendre la direction de l'observatoire, et Cassini a fait un certain nombre de travaux. Donc il a continué à travailler sur les satellites de Jupiter, et il a utilisé ces satellites de Jupiter pour aller mesurer la distance à Mars. Alors, première chose, on a un problème de mesure de distance par parallaxe. C'est la deuxième danse de la soirée. La première, je vous ai fait les 24 heures. La deuxième, je prends toujours la même personne, il a une belle casquette, j'aime bien, et il est dans l'axe, il y a un autre monsieur derrière lui qui me sert de repère.
Si je me déplace et que je regarde à nouveau ma jolie casquette, maintenant j'ai une autre personne derrière qui me donne un autre angle par rapport dans le ciel, quoi. Et connaissant la distance du nombre de pas dont je me suis déplacé, par rapport aux deux personnes qui sont derrière, ça me donne les angles, et je peux connaître ma distance de moi à la casquette. Je sais que je ne peux pas l'attraper, elle est trop loin. Mais c'est ça la parallaxe, donc si vous prenez deux points séparés, donc vous connaissez la distance entre les deux, et qui vous regardez un objet qui vous intéresse, et vous regardez cet objet par rapport à ce qu'il y a derrière, qui a priori il faut que le derrière soit suffisamment loin pour être fixe, et ça vous donne, ça vous permet de calculer la distance de vous à la personne, en l'occurrence la personne avec la casquette. Donc, on a voulu faire la même chose avec Mars. Cassini est resté à Paris, et il a envoyé une équipe à Cayenne. Il va falloir d'abord connaître la distance entre Paris et Cayenne. Donc ça, c'est un problème de connaître les latitudes, ça c'est facile, parce qu'on utilise les étoiles dans le ciel pour connaître les latitudes des deux lieux. Et la longitude, ça c'est beaucoup plus difficile, parce que comme la planète tourne, il n'y a pas de repère fixe pour connaître les longitudes, mais on peut utiliser la différence de temps, puisque par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, à La Réunion, il est midi 3h40 plutôt qu'à Paris, donc ça peut se transformer inversement en longitude, en différence de longitude, parce que sachant que la Terre tourne en 24 heures, pour 3h40, vous pouvez transformer dans les fameux 55 degrés de longitude est de La Réunion. Donc, si on est capable de mesurer la différence de temps entre Paris et Cayenne, on va connaître la longitude de Cayenne par rapport à Paris, on connaît la latitude, on connaît le diamètre de la Terre, on a la distance Terre-Cayenne. Donc c'est votre ligne de base, comme quand je me suis déplacé sur l'estrade, par rapport à la personne que je voulais regarder. Vous allez regarder Mars dans le ciel, et si vous regardez Mars au même moment, à Paris, vous allez le voir par rapport à quelques étoiles, évidemment c'était juste un dessin schématique, je vais voir Mars ici, alors qu'à Cayenne, au même moment, on va voir Mars là. Et la différence entre les deux, c'est un petit écart qui a été mesuré à l'époque, donc de 26 secondes d'arc, ce qui est pas énorme, mais qui était suffisant pour connaître la distance de la Terre à Mars. Alors, il y a un problème. Bon, donc déjà, la distance Paris-Cayenne, c'est de l'ordre de 7100 km. Avec l'angle de 26 secondes d'arc, on trouve de l'ordre de 55 millions de kilomètres. Et revoilà notre troisième loi de Kepler, donc on a la période au carré pour Mars divisée par la distance moyenne de son ellipse au cube, qui est égale à la période au carré de la Terre, divisée par la distance moyenne de la Terre de son ellipse au cube. Donc on connaît les périodes de la Terre et de Mars, on connaît l'écart entre la distance entre la Mars et la Terre, là, et donc on déduit que la Terre est à environ 138 millions de kilomètres du Soleil, donc au lieu de 149 millions, à partir de cette mesure de la distance Terre-Mars. Donc, en fait, il y a des difficultés parce que Mars est excentrique, et puis il fallait se synchroniser. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable pour s'appeler, pour dire « T'es prêt? Est-ce qu'il fait beau chez toi? Il fait beau chez moi, on y va, on mesure. » Ça ne marche pas, parce qu'il faut 2 mois de bateau pour se parler. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les satellites de Jupiter pour se synchroniser. Et ça, c'est une des grandes merveilles du XVIIe siècle qui me fascine beaucoup. C'est que Galilée, entre autres, a découvert l'existence des satellites de Jupiter, les 4 gros satellites de Jupiter, parce qu'en fait Jupiter en a une 60aine, mais il y a les 4 gros que vous pouvez voir avec une paire de jumelles, il n'y a même pas besoin d'avoir un télescope, une bonne paire de jumelles un peu lumineuse, et si vous n'avez pas trop... vous verrez qu'il y a 4 petits points lumineux très près de Jupiter, et de jour en jour, ces 4 points, ils se déplacent. Alors, donc Galilée, quand il a observé Jupiter pour la première fois avec sa petite lunette, qui n'était pas beaucoup mieux qui grossissait peut-être un petit peu plus que nos jumelles actuelles, je crois qu'il avait un grossissement de 20 fois,
mais avec une qualité optique assez catastrophique. Donc au final, je ne suis pas sûr que sa lunette était meilleure qu'une paire de jumelles grossissant 10 fois actuellement. Donc un jour, il voit 2 points lumineux à gauche et 1 à droite, puis ça c'est le 7 janvier, le 8 janvier, il en voit 3 à droite, puis 2 à gauche, etc. Donc il comprend qu'il y a des objets qui tournent autour de Jupiter. C'est une des raisons qui lui fait dire que la Terre n'est pas le centre de l'univers, puisque la théorie c'était que tout tourne autour de la Terre dans l'univers, c'était le credo de l'Église catholique en tout cas. Et il dit, puisqu'il y a des objets qui tournent autour d'autre chose que la Terre, l'hypothèse de départ est fausse. Donc la Terre n'est plus le centre de l'univers, et donc les idées de Copernic et de Kepler, qui étaient déjà dans l'air du temps, et qui sont arrivés à peu près en même temps que Galilée, pour Kepler en tout cas, étaient correctes, et c'est bien le Soleil qui est au centre du système, et pas la Terre. Au-delà de ça, ces 4 satellites, donc qui sont faciles à voir, et ben on peut les mesurer tous les jours et tracer donc leur orbite autour de Jupiter. Donc là on a la ligne du temps et on a la position de chacun des satellites. Donc il y a celui qui est le plus près qui tourne très vite, et puis celui qui est le plus loin qui tourne lentement, et donc on en a 4 comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 satellites, quel que soit l'endroit où on est sur Terre, du moment que Jupiter est visible de nuit, ce qui est le cas en ce moment, et qu'on l'observe, on voit tous la même chose. Donc, si on voit tous la même chose, on peut se synchroniser. Alors comment on va se synchroniser? Eh bien, ce que faisait Cassini, c'est qu'il enregistrait donc la position des satellites de Jupiter tous les jours, il les notait, et quand il en avait suffisamment, observé pendant suffisamment longtemps, il voyait un pattern régulier se reproduire, comme on a ici, et donc il se dit, c'est régulier, je peux poursuivre dans le futur. Je n'ai pas besoin d'observer. Je calcule qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 6 mois, dans un an, et je vais faire ce qu'on appelle des éphémérides des satellites de Jupiter. Et à ce moment-là, quelqu'un peut partir avec ses éphémérides sous le bras, voyager jusqu'à Cayenne, et regarder les satellites de Jupiter une fois arrivés à Cayenne, comparés aux heures locales de Cayenne, parce que la table là, elle a été faite sur les heures de Paris. C'est-à-dire qu'il sait tous les jours quand est-ce qu'il c'est midi. Au même moment, il y a le Huygens qui a fabriqué des horloges à balancier, qui étaient des horloges qui tenaient le temps à peu près à la seconde, donc relativement précises, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait des horloges qui dérivaient très vite, facilement un quart d'heure d'écart par jour. Là, c'est plus le cas, on tient la seconde, ou même mieux que la seconde, non, c'est l'ordre de la seconde, pardon, c'est après, avec les balanciers. Donc, on peut, quand on a une horloge à balancier à côté de soi, la synchroniser avec le soleil, savoir quand est-ce qu'il est midi, et on tient l'heure toute la nuit jusqu'au lendemain sans problème. Donc, on peut donner la position des satellites de Jupiter dans le temps parisien. La personne emporte le bouquin avec elle donc, à Cayenne, elle regarde les satellites de Jupiter, elle retrouve la position des satellites prédite dans le futur, au jour où elle est, et elle regarde par rapport à son horloge à elle, qu'elle a synchronisé sur le midi solaire local, et là elle voit que par rapport à ce qu'elle lit au niveau du temps marqué dans la table, il y a un écart qui est la différence de longitude entre les deux lieux. Comme si vous regardez les satellites de Jupiter ici, avec presque 4 heures d'avance sur Paris, vous allez voir les satellites de Jupiter dans les éphémérides de Paris 4 heures plus tôt que ce qui est marqué dans les éphémérides. Donc vous savez, vous êtes 4 heures à l'est de Paris. Mais donc là, ils ont fait pareil pour Cayenne, et du coup, ils ont pu aussi marquer à quel moment ils observaient la position de Mars dans le ciel, pour retrouver ensuite dans les comparaisons entre les deux, la mesure de Mars au même moment. Parce que s'ils n'observent pas Mars au même moment, Mars, lui, il bouge dans le ciel. Il n'y a pas que ça à faire, il ne nous attend pas, la Terre aussi, elle bouge. Ce qui fait que si on observe Mars à 2 instants différents, de 2 lieux différents, on va l'avoir à 2 endroits différents dans le ciel, mais pas par un effet de parallaxe, mais parce que Mars a bougé. Et donc la mesure sera complètement fausse. Voilà. Donc grâce à ces satellites de Jupiter, ça a été un moyen de synchroniser les horloges et de faire des observations précises de la position de Mars. Il y a eu d'autres effets qui ont été utilisés pour les satellites de Jupiter, en particulier les cartes de la France sous Louis XIV et d'autres choses.
et aussi la première mesure de la vitesse de la lumière. Et mais comme je suis un peu en retard, je reviendrai dessus s'il y a des questions, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. La dernière méthode pour mesurer le distance du Soleil, c'est de regarder Vénus ou Mercure, et surtout Vénus, je ne veux pas beaucoup parler de Mercure, passer devant le Soleil. Ce n'est pas un événement très fréquent en fait, parce que Vénus et Mercure tournent dans des plans un peu inclinés par rapport à nous, autour du Soleil, donc parfois ils sont au-dessus, parfois ils sont en dessous, et parfois ils sont devant. C'est un peu comme la Lune qui passe au-dessus et en dessous du Soleil 9 fois sur 10, ou peut-être même plus que ça, et de temps en temps qui passe juste devant, ça nous fait une belle éclipse du Soleil, comme on vient d'avoir le 8 avril. Donc Mercure, comme il est près du Soleil, ça lui arrive assez souvent de passer devant le Soleil, mais comme il est très près du Soleil, ça ne permet pas de mesure très précise. Par contre, Vénus est à une distance presque moitié-moitié entre nous et le Soleil, on va dire, mais par contre, du coup, il passe très rarement. Donc la première fois que les gens ont eu conscience que Vénus allait passer devant le Soleil, ça a été calculé par Kepler pour 1631 et 1639. Par contre, 1631, il n'a pas pu l'avoir parce qu'il est mort juste avant. Et 1639, évidemment, les calculs étaient encore un peu faux. C'était un peu gouré. Il pensait que le Vénus allait passer juste à côté, en fait, il est passé dessus. Et en Angleterre, il y a eu des gens qui l'ont vu, c'est Jeremiah Horrocks en particulier, et qui à partir du peu qu'il a vu, il a réussi à déduire une distance Terre-Soleil d'un peu moins de 100 millions de kilomètres. Donc il était les 2 tiers de la valeur réelle. Les gens ont bien compris que c'était important, donc les fois suivantes, alors vous voyez 1631, 1639, il y a 8 ans d'écart. Après, il faut attendre 122 ans. Et puis, à nouveau 8 ans d'écart, puis 105 ans, 8 ans d'écart, puis 122 ans, 8 ans d'écart, 105 ans. Il y a comme ça un cycle complet sur 243 ans, parce que c'est la coïncidence entre le fait que la Terre fait 243 fois le tour du Soleil, quand Vénus fait 395 fois le tour du Soleil. À très peu près, c'est la même chose, ce qui fait qu'au bout de ces 243 ans, ça recommence comme au début, et on recommence les cycles. Donc, bon, il y a plein de petites anecdotes là-dessus, c'est rigolo, mais on va pas passer trop de temps. Celle de 1874 était surtout visible entre l'est de l'Afrique, on va dire, et jusqu'au Japon. Donc, et même en Australie, et en Nouvelle-Zélande peut-être. Et donc il y a plein d'équipes, c'était la folie. Les Russes avaient 25 équipes sur toute l'étendue de leur territoire pour mesurer le passage de Vénus devant le Soleil. Les Anglais sont venus à l'île Maurice et au Kerguelen. Les Allemands sont venus au Kerguelen. Ce sont des Hollandais qui sont venus à La Réunion. Et les Français, eux, ils sont allés jusqu'à l'île Saint-Paul et à l'île Campbell. Ils avaient aussi Jules Janssen qui est allé au Japon et une autre équipe qui était en Chine. Et il y avait aussi les Américains à Kerguelen, donc il y avait beaucoup de monde au Kerguelen, visiblement, et à Crozet. Alors, au passage, j'ai trouvé une jolie photo des Néerlandais installés au bar à Choix à Saint-Denis en 1874. Ça a un petit peu changé. Et j'ai pas retrouvé les baraques à frites sur la photo, mais je crois que c'est normal. Et normalement, ça c'est le passage de Vénus de 2012, qui n'est pas complète, mais qui a été faite par un astronome japonais. Et donc vous voyez, Vénus passe devant le Soleil. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, l'intérêt, c'est que si on se met à 2 endroits très espacés de la Terre, alors, on va dire, pas vraiment sur les méridiennes, parce que la Terre, je vous rappelle, elle est un peu penchée, donc il faut tenir compte de cet angle. Mais en gros, en allant le plus au nord et le plus au sud possible, et quand on regarde Vénus, on va voir Vénus passer à 2 endroits différents du Soleil. Donc, on va pouvoir faire une mesure de parallaxe en regardant la position de Vénus par rapport au disque du Soleil. Alors, on peut faire ça soit par photographie. Donc, si vous avez... Là, c'était le transit de Vénus de 2004 qui était bien visible en France métropolitaine et même à La Réunion, puisqu'on a une photo qui a été faite à Dijon et à la même heure exactement
alors, je ne sais pas dans quelle ville de la Réunion, je n'ai pas l'information, mais ça a été fait à la Réunion. Saint-Louis. Pardon? Saint-Louis. C'était à Saint-Louis. Merci Thérèse. Et la superposition des deux vous montre qu'effectivement, on ne les voit pas exactement au même endroit. Et donc, l'écart entre les deux est une mesure de parallaxe. Donc, vous avez un angle que vous pouvez utiliser pour connaître la distance de la Terre au Soleil. On va voir comment. Alors évidemment, ça, on ne pouvait pas faire ça au 18e puisqu'il n'y avait pas d'appareil photo. On peut faire une autre méthode qui est de mesurer le temps de transit de Vénus devant le Soleil. Parce que si vous êtes à un endroit où Vénus est bas sur le Soleil, évidemment c'est toujours exagéré par rapport à la réalité, le temps de parcours devant le Soleil va être plus court que si vous êtes plus haut. Parce que la vitesse de déplacement, elle est la même pour tout le monde. Simplement, le disque qui est derrière n'a pas toujours la même taille. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est pas un chronométrage absolu, c'est juste à mesurer une durée. Vous emmenez votre horloge à balancier qui n'aime pas être déplacée. Une fois que vous êtes arrivé sur place, vous la posez au sol, vous n'y touchez plus. Et vous mesurez le transit qui dure quand même pas mal d'heures. Et du premier contact au dernier. Et pour différentes personnes à différentes positions sur la Terre, ça vous donne à nouveau les écarts de temps, vont vous donner les écarts de distance sur le Soleil entre les différents observateurs. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de ce calcul, mais en gros l'idée c'est que l'écart apparent entre les deux positions de Vénus sur le Soleil, qui est la hauteur h ici, et qui est reliée à l'angle alpha, peut se relier par des équations qui ne sont pas très compliquées, mais vraiment ça fait déjà 1 heure que je parle, donc j'accélère, je suis désolé, qui permet de terminer R0, qui est la distance ici, à partir des équations ici, on voit une déformation de Vénus, donc on a du mal à dire exactement à quel moment ça a commencé. Et c'est le phénomène de la goutte noire, c'est un phénomène optique instrumental, ce qui n'est pas lié ni au Soleil ni à Vénus, et qui rendait la mesure difficile. Donc après les passages de 1761 1769, malgré ces problèmes-là, de Lalande avait calculé une distance de 153 millions de kilomètres, ce qui était déjà pas mal par rapport aux 150 réels, enfin 149,8. Mais les astronomes y croyaient très fort, mais on a commencé à dire il y a des problèmes, et en particulier, un truc très bête, enfin, si j'ose dire, c'est Léon Foucault, qui a fait beaucoup de choses très intéressantes, en particulier était le premier à mesurer la vitesse de la lumière en laboratoire, à l'Observatoire de Paris. Il a fait, je pourrais vous en parler pendant 1 heure aussi, mais on va aller vite. Donc il a mesuré la vitesse de la lumière pour la première fois précisément, il a trouvé environ 300 000 km par seconde. J'ai plus le chiffre exact, mais il était à mieux que 1% de la bonne valeur de la vitesse de la lumière. Et comme il savait que quand la Terre se déplace autour du Soleil, il y a une combinaison qu'on dit vectorielle pour dire un gros mot, entre la vitesse de la Terre, qui est de l'ordre de 30 km par seconde, donc qui n'est pas complètement négligeable par rapport à la vitesse de la lumière, qui est 300 000, que les étoiles se déplacent dans le ciel, et que ça fait à cause de ce mouvement de la Terre, et on appelle ça une aberration. Et cette aberration est connue, et on sait qu'elle vaut un 10 000e par rapport à la position de l'étoile dans le ciel, toujours pour faire vite. Et donc, Foucault, connaissant la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, connaissant la vitesse d'aberration, trouve que la vitesse de déplacement de la Terre, dans cette composition vectorielle, est de 30 km par seconde. Et comme il sait que la Terre met 365 jours, un quart pour faire le tour, il calcule le périmètre autour du Soleil, et donc la distance Terre-Soleil. Et il dit, ben non, la distance c'est pas 153, ça marche pas, c'est 149. Vous vous êtes gourés les gars. Donc, c'est encore une fois assez extraordinaire. Une fois, d'une part, la façon dont il a mesuré la vitesse de la lumière, et la déduction qu'il en a faite de la distance Terre-Soleil. Donc là, les gens se sont dit, il faut vraiment qu'on y remette le paquet, et donc c'est pour ça qu'en 1874 et 82, il y a eu pratiquement une centaine d'expéditions mises en place pour mesurer la distance Terre-Soleil avec Vénus. Cependant, là, je vous ai fait le truc très vite, et encore, c'est vraiment des calculs très simplifiés, parce qu'il faut tenir compte
des lignes de base qui ne sont pas perpendiculaires à la visée Terre-Soleil, etc. Et les problèmes de gouttes d'eau, bref. Tout ça, finalement, sont des méthodes qui sont devenues totalement désuètes, et parce que maintenant on utilise un radar et des sondes spatiales, et on a une distance Terre-Soleil qui est connue à 30 mètres près. Alors maintenant, on va quitter le système solaire, puisque une fois qu'on a mesuré ça, et les lois de Kepler vous donnent les distances de toutes les planètes, donc le problème est réglé. Et on va regarder les étoiles proches. Alors, comme pour Mars, on a le même phénomène, sauf qu'au lieu d'avoir deux personnes à deux bouts de la Terre, ça ne va pas suffire comme distance. Là, il faut être plus patient, il faut attendre que ce soit la Terre elle-même qui se déplace. Et quand la Terre passe d'un côté à l'autre du Soleil, et qu'on prend une étoile qui est visible aux deux périodes de l'année, donc c'est pas n'importe lesquelles. Par exemple, vous savez qu'Orion, on le voit en ce moment, mais qu'on ne peut pas le voir en juin-juillet, parce qu'il est de l'autre côté du Soleil. Et donc si vous prenez des étoiles qui sont plutôt près du pôle Nord, près du pôle Sud, vous pouvez voir à peu près normalement toute l'année. À 6 mois d'intervalle, vous avez la distance entre les deux côtés, c'est 300 millions de kilomètres, ce qui fait une belle ligne de base. Et à ce moment-là, si votre étoile est proche, par rapport aux étoiles qui sont derrière, vous allez voir des déplacements. Donc comme pour Mars, votre étoile proche, elle va être ici dans la première observation, ici la deuxième observation 6 mois plus tard. D'abord, ça nous a servi en astronomie à définir une unité de distance qu'on a appelée le parsec, qui vient de parallaxe de seconde, sous une seconde d'arc. Et donc cette unité astronomique, c'est la distance à laquelle il faut se placer pour voir le rayon Soleil-Terre sous un angle d'une seconde d'arc. Bon, c'est une définition simple. Il se trouve que, par chance, on va dire, cette unité astronomique, le parsec, oui, le parsec vaut à peu près 3,3 années-lumière, 3,28 années-lumière, donc c'est très proche de l'année-lumière. C'est que la plupart des gens connaissent les années-lumière, c'est le temps que la lumière, c'est la distance que la lumière parcourt pendant un an, ça, on se rend compte, on ne se rend pas compte trop de la distance que ça représente, mais on comprend le concept, alors que le parsec, c'est une définition mathématique un peu tordue, mais il se trouve qu'à un facteur 3 près, c'est la même chose. Ça tombe bien, et les astronomes donnent ces valeurs-là en centimètres, en fait, parce que le système international n'a pas été adopté chez nous. Alors, est-ce qu'on peut faire ça pour les étoiles? Eh bien, en fait, c'est pas très facile, parce que la plus proche, qui porte bien son nom, le Proxima, donc la plus proche de nous, donc le Centaure, qu'on voit bien la nuit en ce moment, Alpha et Beta. Proxima est une étoile autour d'Alpha du Centaure. Sa distance est de 4,23 années-lumière, soit 1,3 parsec, donc un petit peu moins d'une seconde d'arc. Parce que 1 parsec, ça m'aurait fait une seconde. Donc 1,3, c'est 1 divisé par 1,3, ça fait 0,77 secondes d'arc. Et déjà, ça, c'est pas facile à mesurer, parce que à cause de l'atmosphère terrestre, dans votre télescope, les objets bougent, les étoiles bougent par turbulence atmosphérique, et la taille des objets est généralement de l'ordre de la seconde d'arc. Il faut faire mieux que la seconde d'arc, maintenant on y arrive, mais on a beaucoup de mal à descendre à la demi-seconde, et donc on compense ce problème en faisant de grands nombres de mesures de l'étoile pour diminuer l'erreur et finir par converger. Mais c'est quand même assez limitant, on ne peut faire que quelques centaines d'étoiles comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des télescopes de mesure d'astrométrie en orbite. Le premier, c'était Hipparcos, et à la fin des années 90, qui a pu mesurer quelques 100 000 étoiles, si je me souviens bien, et avec une précision qui était de quelques millisecondes d'arc, qui lui permettait de mesurer des distances, donc toujours l'inverse de 1 parsec pour une seconde. Une milliseconde, ça fait 1000 parsecs. Donc si vous êtes à 3 millisecondes d'arc, vous êtes à 300 parsecs. Donc toutes les étoiles très proches de la Terre ont pu être mesurées comme ça. Il y a eu un deuxième satellite qui a été lancé récemment et qui tourne encore, qui s'appelle Gaia, qui donc a bénéficié de l'expérience d'Hipparcos et qui a permis de descendre à des précisions extrêmement grandes, donc on a gagné un facteur 1000 en précision, donc 7 microsecondes d'arc, qui a permis de voir des étoiles jusqu'à 100 kiloparsec, au-delà de la taille de notre galaxie, parce que notre galaxie fait à peu près 30 kiloparsecs de diamètre,
si ma mémoire ne me trahit pas. Et donc on voit même, on arrive presque au nuage de Magellan. Et donc Gaïa a pu observer 1,3 milliard d'étoiles. Et donc ça, cette image, c'est pas une photo, c'est juste toutes les étoiles observées, il y a un point par étoile. Et ça vous fait toute la galaxie. Et tout ce qui est noir, c'est les nuages de poussière qui sont entre nous et les étoiles qui sont derrière, qui nous cachent les étoiles. Évidemment, là, le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan, le grand, vous pouvez le voir en ce moment, par ici. Alors, quand vous avez des étoiles pour lesquelles vous connaissez les distances, vous pouvez essayer de connaître vous mesurez leur magnitude apparente, ça c'est facile, et vous pouvez essayer de retrouver leur magnitude absolue en utilisant ce diagramme sur lequel je ne vais pas trop rentrer, mais qui vous montre que les étoiles ne sont pas n'importe où dans le diagramme, elles sont principalement ce qu'on appelle dans la séquence principale ici. En fonction de leur couleur, elles ont une certaine luminosité, et donc on peut construire ce diagramme en connaissant la distance des étoiles et leur magnitude mesurée, on peut remonter à leur magnitude absolue, et inversement, après, quand on retrouve des étoiles par leurs caractéristiques spectroscopiques, donc de couleur en particulier, et qu'on compare à leur magnitude mesurée, on retrouve leur distance, parce qu'on connaît la magnitude absolue en partant de ce diagramme. Alors qu'on n'avait que quelques étoiles dont la distance était bien connue, le diagramme était assez mal peuplé d'objets bien connus, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors on avait une autre méthode qui a été découverte au début du XXe siècle, c'était les céphéides. Alors il se trouve que les céphéides sont des étoiles qui sont pulsantes, et il se trouve que pour ces étoiles pulsantes, la vitesse de pulsation est proportionnelle à leur luminosité absolue. Ça tombe bien, bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous voyez sur le diagramme, en fait, il y a deux droites parallèles, en fait on n'est pas très très loin de quelque chose de relativement propre, et donc on mesure toujours la magnitude apparente, ça c'est pas compliqué, et on mesure la période, c'est-à-dire qu'on regarde tous les jours la variation de luminosité, et ça c'est le genre de travail pour lequel les astronomes amateurs sont souvent très utiles, parce qu'ils aiment bien faire ce genre d'observation et produire ces comptes il y a des spécialistes, des étoiles variables chez les amateurs, qui aident les professionnels en leur fournissant ces diagrammes. Et à partir donc de cette pulsation qu'on trouve ici et de la magnitude apparente, on retrouve la magnitude absolue, parce qu'on a pu le faire pour quelques étoiles céphéides proches, donc on connaissait la distance pour calibrer le diagramme, et à partir de là on peut mesurer des étoiles à des distances beaucoup plus grandes que ce qu'on faisait avant. Donc en particulier on a trouvé des céphéides dans la nébuleuse d'Andromède, dans la galaxie d'Andromède, et dans les nuages de Magellan, qui nous permettent de donner leur distance propre. Et la dernière façon de faire des mesures, quand on va beaucoup plus loin, alors il y a l'expansion de l'univers, je n'en ai pas parlé, mais surtout une qui est très intéressante, c'est d'utiliser des supernovae comme chandelle cosmique. Il y a plusieurs types de supernovae, et il y en a une, ce sont des naines blanches qui sont en orbite. Donc une naine blanche, c'est une étoile qui est en fin de vie, elle a perdu son enveloppe sur la fin de sa vie, et il ne reste plus qu'une sorte de noyau très compact, genre 10-20 000 km de diamètre, qui est très chaud, donc c'est pour ça qu'elles sont blanches, et qui sont encore en orbite autour d'une autre étoile, parce que plus de la moitié des étoiles dans le système solaire, dans la galaxie, sont au moins en paire, et l'autre étoile se fait aspirer par la gravitation de la naine blanche. Une partie de la grosse étoile vient tomber sur la naine blanche. Alors la naine blanche, elle est stable que pour une masse inférieure à 1,4 masse solaire, et dès qu'elle dépasse cette masse-là, elle explose. C'est Chandrasekhar qui avait montré ça dans un voyage en bateau entre l'Inde et l'Angleterre. Et du coup, comme l'explosion a toujours lieu pour la même masse, elle a toujours la même intensité, c'est donc, vous avez dû voir que c'était spectaculaire, parce qu'on la voyait à l'œil nu sans difficulté. Et on peut l'avoir donc dans plein de galaxies extrêmement lointaines. Ça permet de mesurer la distance de ces galaxies très très lointaines. Donc par exemple, là, dans cette image-là, on a ici une supernova qui a explosé dans une galaxie très lointaine, qui a permis de donner
Encore, je ne sais pas si c'est une thermonucléaire, Bruno, c'est pas les bonnes, si, c'est celle-là. Donc, qui a permis de donner la distance de la galaxie en question. Et donc, voilà, je suis désolé, j'ai un peu débordé, comme d'hab. En conclusion, on a fait un voyage un peu rapide pour savoir comment faire les mesures de distance dans l'univers. Je ne vous ai pas parlé de tout, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment les anciens ont fait avec très peu de moyens des mesures qui quand même relativement précises. Et donc, je ne vous ai pas évoqué d'autres méthodes de mesure de distance, en tout cas l'expansion de l'univers. Et puis, notre conclusion aussi, c'est que l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, étant à 4 années-lumière, il ne faut pas espérer y aller un jour en se disant la Terre est pourrie, c'est pas grave, on se tire. Vous n'avez aucun moyen d'y aller. Alors, zéro. On peut vous faire la démonstration, c'est totalement impossible dans les voies de la physique actuelle. Alors, si vous me trouvez des trous de verre, machin, pour y aller, peut-être. Mais dans la physique qu'on connaît, nous, il est absolument impossible d'aller sur une autre planète comme ça, pour, quand la Terre sera invivable. Donc, le message, c'est qu'il faut préserver ce que nous avons. Voilà. Et donc, si ça vous a plu, malgré le dépassement d'horaire un peu trop grand, vous pouvez flasher ce code et aller vous exprimer. Pour aujourd'hui, c'est le numéro 452. Voilà, j'ai fini. Merci voilà. Laurent, pour ce balayage de 2500 années d'histoire à peu près. Ouais. Donc on va voir s'il y a des questions, s'il vous plaît. Je vous donne la parole. Je pense que vous êtes tous anéantis. Oui. Trop d'histoire. Il y a un monsieur là-bas qui est là. C'est pas une question, c'est... un commentaire. Pardon? Un commentaire, alors. Un commentaire et une information qui est peut-être fausse. Ah. Récemment, j'ai fait une petite intervention et on a effectivement parlé de notre univers, enfin déjà de notre système solaire, ensuite des galaxies, du nombre de galaxies qui sont observables aujourd'hui, puisqu'a priori ça change régulièrement. Et puis je me suis intéressé à, entre guillemets, l'infiniment petit, où on retrouve exactement une même symétrie, parce que ce qu'on appelle le machin, gravitation universelle, enfin, le fait que tout tourne autour d'un point central. Et on s'est amusé à calculer la distance développée de ce qu'il y a dans mon corps, qui s'appelle l'ADN. Dans chaque cellule d'ADN, il y a à peu près 2 mètres de distance du corps. Et la distance, ce que j'avais vu, c'était à peu près 16 fois la distance Terre, la planète la plus loin de notre système solaire. Neptune. Voilà, c'est Neptune, c'est ça. Et je confonds. Hein. Non, mais pas de souci. Voilà. Neptune, oui. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que l'univers, autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, il y a des règles assez précises, il y a un ordre qui est assez impressionnant, et en même temps une variété extraordinaire. Il y a, comment il s'appelle, le musicien, je ne me rappelle plus son nom, là, qui est d'origine arménienne, Manoukian. Il avait fait une émission sur la fréquence des planètes, et il avait fait une juxtaposition avec les notes du solfège, en fait, je sais pas quoi. Et on voit qu'il y a quelque chose d'assez... ça paraît très très intelligent. Je veux dire, ça paraît pas être le fruit de n'importe quoi. Donc moi, c'est ce qui m'avait surtout impressionné. Bon, j'ai malheureusement aucune connaissance en physique, en astrophysique et en astronomie, mais je reste quand même émerveillé par notre environnement, que ce soit dans l'infiniment grand que je ne peux pas percevoir, et dans l'infiniment petit que je ne peux pas percevoir non plus. Je sais qu'ici il y a des étudiants en médecine, voilà, donc c'est quelque chose de très beau, quoi, voilà. C'était un commentaire. Merci. Alors moi, je vais avoir une question. Juste derrière toi, Thérèse. C'est dans les diapositives que vous avez présentées. Bravo hein, pour votre présentation. Merci. Voilà, c'était très intéressant de faire ce parcours dans le temps et de montrer l'ingéniosité c'est spectaculaire.
Oui, vous avez évoqué sur une diapositive le transit de Vénus. Ouais. Alors je me souviens que l'abbé Pingré était venu par ici, enfin il voulait aller à Rodrigue pour aller le mesurer, mais ça c'était l'expédition de 1767. Ouais, 61 ou 69, mais bon, c'est pas très grave. Et à un moment donné, vous mettez voir sur YT, mais j'ai pas compris. Ah, YouTube. Ah, Alors, parce que en 1874, c'est plutôt plus ça pense pour moi que j'ai zappé, parce que j'ai vu que je commençais à paniquer vu le temps que je prenais à parler. C'est parce que si vous allez sur Wikipédia, enfin, sur Internet, vous cherchez Transit de Vénus, vous allez trouver un petit film, ça va être un grand mot de 6 secondes, qui montre le passage de Vénus devant le Soleil de 1874, qui était attribué au départ à Jules Janssen, qui avait inventé le revolver photographique, qui était la première expérience photographique de physique, où il utilisait la photographie pour faire de la science, et qu'il a emmené au Japon pour mesurer, pour enregistrer le passage de Vénus devant le Soleil. Et donc j'avais marqué sur YouTube que vous pouvez aller voir ce petit truc-là, qui dure 6 secondes. Je ne l'ai pas mis dans mon truc, j'avais déjà l'autre du japonais là, de 2004. Et nuit du Soleil, elle arrive maintenant. Avant, elle n'existait pas. Donc on ne peut pas dire que n'importe quelle lumière a 13 milliards d'années de vieux. Ce qu'il y a par contre, c'est que quand l'univers est né, effectivement, il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu une phase un peu longue, je passe vite, et au bout de 200 000 ans, si ma mémoire est bonne, il y a eu un décrochage entre la lumière et la matière n'arrêtait pas d'interagir complètement, et tout était opaque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les atomes émettaient de la lumière, un autre atome l'absorbait aussitôt, donc ça ne se propageait pas, l'information était perdue. C'est comme quand vous avez une fenêtre translucide, c'est-à-dire que vous voyez de la lumière à travers, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. C'est parce que la lumière est absorbée, elle est réémise à travers le verre, mais c'est tout blanc, uniforme, vous perdez l'information. Là, l'univers était pareil. Et comme l'univers était en expansion, en train de se refroidir, il y a un moment, la matière et la lumière arrêtent d'interagir, et là, tous les photons qui étaient présents à ce moment-là sont libérés, ils peuvent partir et ils ne seront plus arrêtés. C'est ceux-là qui sont partis il y a à peu près 13 heures, un peu moins de 13 c'est pas à 200 000 ans près, c'est quand même 13,7 milliards d'années, et qu'on voit encore maintenant, très refroidi, c'est ce qu'on appelle le fond cosmologique, la brillance du fond cosmologique, Cosmic Microwave Background en anglais. Donc un rayonnement qui est très refroidi, donc ces photons qui étaient très chauds, très lumineux, quand ils ont dû remplir un espace de plus en plus grand, maintenant ils sont très froids et on ne peut pas les voir avec nos yeux, on les voit qu'avec des instruments de radio, bref. Donc ça, c'est le temps. Mais entre le moment où l'univers a démarré et maintenant, il n'a pas arrêté de s'agrandir, l'univers. Ce qui fait que, d'une part, quand vous regardez très loin, vous regardez loin dans le passé, évidemment, parce que effectivement, le temps que la lumière arrive jusqu'à nous. Mais en même temps, l'objet que vous regardez, il n'est plus à la distance où il était quand la lumière est partie. Il est beaucoup plus loin. Ce qui fait que vous avez plein de distances, de tailles d'univers différentes, selon ce dont on parle. Donc il y a l'horizon qui est d'où part la lumière, donc c'est un rayon de 13 milliards d'années-lumière en gros. Mais la taille physique de cet univers qui a émis toute cette lumière, lui, maintenant est plutôt de l'ordre de 40 ou 50 milliards d'années-lumière, puisqu'il a continué à s'étendre depuis. Alors je ne suis pas au courant de cette histoire, de cette étoile-là qui a 24 milliards d'années-lumière, mais je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'ils ont observé une étoile tellement vieille dans le passé que maintenant, elle est à 24 milliards d'années-lumière de nous. Et ça veut dire que la lumière qu'elle émet en ce moment, elle n'est pas près de nous arriver. Il faudrait encore attendre 10 milliards d'années-lumière, et encore, comme l'univers continue à s'étendre, il n'est pas sûr que cette lumière arrive à nous rejoindre, parce qu'il y a une des limites en particulier, c'est l'horizon cosmique, qui est que les objets qui sont au-delà de cet horizon, et au fur et à mesure que l'univers grandit, il y en a plein qui passent
au-delà de cet univers, leur lumière n'arrivera plus jamais jusqu'à nous, parce que l'univers grandit trop vite pour que ça nous atteigne. Donc il y a plein de distances différentes, de tailles différentes pour l'univers selon ce dont on parle. Donc je pense que là, en l'occurrence, votre étoile est aujourd'hui à 24 milliards d'années-lumière de nous, mais que simplement ils l'ont observé très peu de temps après la naissance de l'univers, donc sa lumière est partie il y a 13 milliards d'années, je dirais. Voilà. Et la deuxième question, c'était... Les deux étaient dans un paquet cadeau. D'accord. Il y avait un autre monsieur qui avait levé la main. Oui, du coup, sur cette partie, l'univers observable, est-ce que c'est une limite physique ou on pourrait aller plus loin oui, c'est une limite. C'est-à-dire que toute lumière qui a eu plus que 13 milliards d'années à franchir pour nous arriver n'est pas encore arrivée. Donc on est dans une bulle d'un rayon de 13-14 milliards d'années-lumière, mais qui est une combinaison de temps et d'espace. C'est ça, c'est vraiment pas facile à appréhender, hein, parce que ce qu'on regarde très loin, c'est tel que c'était à la naissance de l'univers. Donc on voit des galaxies très très jeunes quand on regarde très loin, mais elles sont plus du tout jeunes comme ça maintenant, elles ont complètement changé et on n'a aucune idée de ce qu'elles sont devenues maintenant. Enfin, on a des modèles, mais en particulier les galaxies ont fusionné entre elles, elles ont grossi. Il y en a eu qui ont des flambées d'étoiles quand elles étaient jeunes, mais elles ont arrêté parce qu'elles ont consommé pratiquement tout leur gaz. Elles ne fabriquent plus d'étoiles aujourd'hui. On a une idée, en regardant l'univers proche, de ce que les galaxies lointaines sont devenues aussi. Mais on peut les voir que comme quand elles étaient jeunes, parce qu'on regarde loin dans le passé. Donc il y a une partie qui sera inaccessible. Complètement. Il y a toujours eu une partie inaccessible. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre conférence. J'avais une question par rapport à l'expansion de l'univers. Étant donné que la vitesse d'expansion de l'univers est de plus en plus grande, comment est-ce qu'on arrive à avoir des approximations par rapport à justement comment c'était dans le passé? Alors, ce qu'on a, c'est que on voit que plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite. Alors, quand je dis ça, c'est pas que les galaxies elles-mêmes bougent, elles bougent un petit peu, elles ont chacune des vitesses propres, mais c'est que l'univers lui-même grossit, en fait. Et en supposant, en gros, cette vitesse constante, on pouvait dire, si on inverse le temps et qu'on fait se rapprocher tout, on voit que, donc à l'époque, on était entre 10 et 20 milliards d'années pour le départ, où tout aurait été entre guillemets dans un seul point. Le fait que ça accélère, c'est que les galaxies les plus lointaines, avec le modèle simple où l'univers il part très vite au départ, c'est une sorte d'explosion, et puis après il ralentit parce qu'il est freiné par sa propre masse, sa force d'attraction de rappel. C'est comme si vous lancez un ballon, vous shootez dans un ballon vers le haut, le ballon au départ il part vite, et puis il monte, et puis il ralentit, et puis il s'arrête, puis il va retomber, parce que vous n'avez pas tapé assez fort. Et si vous tapez beaucoup plus fort, vous êtes capable de l'envoyer en orbite, là il part, il ralentit, mais il part quand même en orbite. L'univers, c'était le même problème que s'est posé au départ. Est-ce qu'il est parti pour s'étendre à l'infini toujours, ou est-ce qu'il va freiner par lui-même, il va finir par retomber comme le ballon de football? C'était pas clair. Bon, maintenant, on sait qu'il est parti pour s'étendre à l'infini. Et donc, en ralentissant, en première approximation, mais on voit, en mesurant les objets les plus lointains, que leur distance et leur vitesse est plus grande que ce à quoi on s'attendait. Et donc, on a expliqué ça par la présence d'une énergie qu'on a appelée une énergie noire, dont on ne connaît rien. On l'a appelée énergie noire par défaut.
et que c'est cette énergie qui explique l'accélération qu'on mesure. Cette accélération, pour l'instant, elle est pas énorme. Mais bon, après, je ne suis pas cosmologiste, hein, donc je ne suis pas très bien placé pour répondre précisément. Moi, Bruno, tu es mieux que moi à dire. C'est le fiston, il est très calé. Mais, astrophysicien de père en fils dans la famille Pagani. Ouais, absolument. Oui, bonsoir. Donc pour ce qui est de revenir en arrière, effectivement, on parle de ce qu'on observe aujourd'hui, de ce qu'on peut observer loin, parce qu'on a bien la lumière met du temps à venir, donc quand on observe quelque chose loin, c'est aussi quelque chose loin dans le passé, pas juste loin dans l'espace. Et donc on peut voir comment l'univers évoluait à cette époque-là. Et donc ça nous permet quand même de savoir que notre calcul de retour arrière, je prends la vitesse d'expansion actuelle, je reviens en arrière, je regarde quand est-ce que ça a démarré, entre guillemets. On a des raisons de penser que ce qu'on voit loin nous permet de confirmer ce modèle-là. Après, il y a toujours des parties qui restent un peu théoriques, il y a des problèmes très compliqués. Par exemple, on a dit tout à l'heure, le début de l'univers, avant les 200 premières 1000 années, il se passe des choses très complexes. Il y a une période qu'on appelle l'inflation, dans laquelle l'univers grandit en taille dans des proportions qui sont absolument incommensurables. C'est-à-dire que sur ces quelques premiers centaines de milliers d'années, l'univers augmente sa taille de 2 puissance 70 fois. Donc c'est quelque chose qui est juste qu'on ne peut pas se rendre compte ce que ça veut dire 2 puissance 70. C'est comme ça. C'est immense. Et donc il y a toujours des questions sur les premiers instants, parce que c'est les densités d'énergie, de matière qu'on a à ces premiers instants, on ne sait pas les reproduire en labo, évidemment. Et donc on a juste des théories pour nous dire comment ça fonctionne. Mais après cette période un peu compliquée au début, à partir du moment où on a de la lumière, le champ diffus cosmologique, dont on a parlé tout à l'heure, la première lumière mise il y a 200 000 ans, on peut voir comment l'univers a évolué depuis, et on sait donc retracer l'histoire sur toute cette partie-là. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Autre question? On a encore le temps d'en prendre une. Après, oui, alors la dernière, parce qu'après on part à vite. Bonsoir. Bonsoir. Petite question par rapport à la vitesse de la lumière. Ouais. Ça je connais. Ouais. D'abord, par rapport à Foucault, j'aurais bien aimé que vous nous disiez comment il a fait sa mesure, concrètement. Ouais. Et deuxième question, par rapport à la vitesse de la lumière, on sait qu'il y a une limite, certes, mais quel est votre avis et votre position, en tout cas aujourd'hui, sur l'électrification quantique? D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent, en tout cas, qui interagissent de façon instantanée. Et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait? Ok. Alors, voilà, la toute première mesure de la vitesse de la lumière, avant Foucault, c'était Cassini et Romer avec les satellites de Jupiter. Je ne rentre pas dedans, mais ils avaient vu des variations par rapport justement à leur éphéméride, qu'ils avaient relié à la variation de la taille de Jupiter. Donc ils avaient compris que quand Jupiter était loin ou proche de la Terre, petit ou gros, il y avait de l'avance ou du retard par rapport à leurs éphémérides. Et ayant mesuré la distance Terre-Mars, ils avaient trouvé une valeur de l'ordre de 200 000 km par seconde. Donc en gros, avec les mains, c'est magnifique comme mesure. Et donc la mesure suivante, ça a été donc celle de Foucault. Alors Foucault, il est parti d'une idée d'Arago. Vous êtes dans une baignoire avec les jambes à moitié dans l'eau, vous avez l'impression que votre jambe elle est un peu cassée parce qu'il y a un angle qui fait la lumière en passant dans l'eau. Et donc il y a une explication, c'est que la lumière est accélérée parce qu'elle est attirée par l'eau, parce qu'elle a une masse, ou c'est une onde et qu'elle répond et si c'est une onde, dans ce cas-là, en fait, on montre qu'elle va plus lentement quand elle rentre dans l'eau. Donc Arago s'est dit, on peut faire la mesure en mettant deux tubes, en une source de lumière bien sûr, un petit miroir qui va tourner extrêmement vite, et qui va renvoyer la lumière dans deux directions différentes, enfin l'une après l'autre. La lumière va rentrer dans un tube qui va soit contenir de l'air, c'est-à-dire un tube ouvert, soit de l'eau. Arrivé à l'autre bout, il y aura un miroir qui va renvoyer la lumière dans l'autre sens. Et donc la lumière arrive par le miroir tournant, il part vers le premier miroir, il revient, et le temps qu'il fasse l'aller-retour, même si la distance est assez courte,
il espère que le miroir va tourner un tout petit peu pour que la lumière qui retombe sur le miroir va partir ailleurs. Et donc, cet écart qu'il espère mesurer va lui donner, connaissant la vitesse de rotation du miroir et les distances parcourues, la vitesse de la lumière. Et il espère trouver uniquement de façon différentielle si ça va plus vite dans l'air ou dans l'eau. Si ça va plus vite dans l'air, c'est les ondes qui ont raison. Si ça va plus vite dans l'eau, c'est Newton et les grains de lumière pesants qui ont raison. La manip d'Arago ne marche pas parce qu'il a eu des problèmes techniques. Il n'a pas réussi à avoir assez de lumière qui revient dans sa manip. Foucault reprend la manip. Il l'améliore en remplaçant des miroirs plans au bout par des miroirs concaves pour que le temps de réflexion soit un peu plus long, pour qu'il renvoie plus de photons. Et il a également un moteur pour le miroir, pour faire tourner le petit miroir, qui est un moteur qui est actionné par la vapeur, qui vient des orgues, enfin c'est le célèbre facteur d'orgue qui lui a fabriqué ce petit moteur, et dont il mesure la fréquence de rotation avec un diapason, si je me souviens bien. Donc il connaît la vitesse, il a donc ce miroir qui fonctionne mieux, il voit la lumière qui revient. Alors il trouve d'abord que ça va plus vite dans l'air que dans l'eau, après il vire le tube d'eau, et il se concentre sur la mesure de la vitesse de la lumière vers le miroir dans l'air, et connaissant la vitesse de rotation de son petit moteur, qu'il a comparé au diapason pour avoir la fréquence de rotation, et connaissant la distance, il a trouvé les 300 000 km par seconde. L'autre méthode qui a été faite légèrement avant lui par Fizeau, Augustin Fizeau, lui c'était avec une roue dentée. Et donc il y avait une roue dentée qui tourne très vite, la lumière passe entre les dents, va sur un miroir et revient. Et donc c'est ce qu'on appelle un peu l'effet stroboscopique. Et donc s'il tourne, quand il a une certaine vitesse de rotation, la lumière revient sur la dent d'à côté, et donc il voit la dent s'éclairer de la lumière qui est revenue. Et donc, connaissant à nouveau la vitesse de rotation de sa roue, et la distance, il trouve la vitesse de la lumière. Alors, par contre, sa mesure était moins précise en fait que celle de Foucault. Et celle de Foucault a mieux marché. Après, celle de Fizeau a été améliorée par quelqu'un d'autre, j'ai oublié le nom, et ils ont convergé vers 299 800 km par seconde, à peu près. Alors, je ferai le dernier mot de la fin. Oui. Quelque chose Non, il y avait la deuxième question de... Ah oui, pardon, oh là là, celle-là on va peut-être la faire dehors. Alors, très rapidement, l'intrication quantique, c'est là c'est plus 3 ibuprofènes, c'est la boîte entière, parce que même Alain Aspect, alors je vous conseille de chercher la conférence d'Alain Aspect sur YouTube, elle est géniale. Et il en a fait une en particulier à Rennes où il explique ses expériences de l'intrication quantique, c'est super clair. Et à la fin, il dit mathématiquement, je suis capable d'écrire l'équation de ce que je suis en train d'observer. Physiquement, je ne comprends pas ce que je fais. Et c'est lui qui le dit, hein, c'est le prix Nobel. Et il ne dit pas ça pour épater la galerie, c'est que physiquement, on ne comprend pas. Et alors, cette intrication quantique, par contre, il ne faut pas rêver que ça sert à transmettre des messages instantanément d'un bout à l'autre de la planète, comme on peut voir sur Internet des délires comme ça. C'est pas possible. C'est juste que les deux photons qui ont été émis restent connectés l'un à l'autre, mais on le sait que quand on a fait les mesures des deux côtés. Donc, et le temps d'aller faire les mesures des deux côtés, ça reste la vitesse humaine, donc, enfin, la lumière. Donc il n'y a pas de miracle de ce côté-là. Simplement, les photons restent connectés, comme on peut voir ça comme un ensemble complet, c'est un seul objet qui s'étire à l'infini, ou moi sur des très grandes distances, puisqu'on a réussi à faire de l'intrication sur des très grandes distances en passant par des satellites, je crois. Mais voilà, donc la physique qui est derrière, pour l'instant, je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse dire ce qui se passe. Mais mathématiquement, ça s'écrit très... La mécanique quantique est un outil extrêmement puissant pour décrire tous ces phénomènes-là. Et ce qu'on lui reproche parfois, justement, c'est de ne pas être physique. C'est pour ça qu'Einstein n'aimait pas du tout la mécanique quantique, même s'il y a contribué beaucoup. J'espère que ça répond un peu à votre question. Sinon, je suis sûr que mon fils vous en dira encore 3 fois plus que moi. Mais dehors, parce qu'on va se faire éjecter, ça va faire. Alors, je voudrais dire le petit mot de la fin. Et
faire un peu une référence. Merci Laurent d'être venu. Vous êtes l'une des lumières parmi toutes les personnes conférencières qui se succèdent d'année en année. Et j'ai envie de vous poser une question, elle est un peu tirée par les cheveux. Hein. Quelle est la distance qui nous sépare depuis la création des Amis de l'Université jusqu'à aujourd'hui? Ah, c'est pas mal. La distance Alors, ou le temps distance, je l'évalue en temps. Alors voilà, vous allez voir ici, précisément. Ce n'est pas une étendoir à linge qui est là, mais ceci. Voilà. Alors, exactement, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans, 8 mois et 14 jours. C'était le 16 août 1993. Alors voilà, si vous voulez vous en souvenir, et surtout rajeunir,